Bonsoir et bienvenue sur Alafia TV. Et vous êtes en train de suivre Alafia Hebdo, votre débat politique de la semaine. Il s'agit aujourd'hui de parler de plusieurs sujets d'actualité, à savoir le placement sous mandat de dépôt des anciens premiers ministres et ministres, à savoir principalement Soumaïla Boubèye Maïga, ancien premier ministre et ancien ministre de la Défense et des anciens combattants, mais également de l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Madame Boiré Fili Sissoko. Nous parlerons également dans ce débat de la question des assises sur la refondation du Mali. Et enfin, nous parlerons du sujet qui fait également l'actualité de la semaine, à savoir la levée des restrictions, en tout cas liées à l'arrestation de l'ancien président de transition Bandaou et son ancien premier ministre Mokhtar Wane. Alors, sur ce plateau, nous avons fait appel à Messaoud Ould Breika. Messaoud Ould Breika est le président de l'Assemblée nationale convergente des jeunes du Mali. Et merci Messaoud d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est mien, c'est un plaisir incommensurable de me retrouver sur votre plateau et mon bonsoir à tous vos téléspectateurs. Nous avons également sur ce plateau M. Mohamed Maïga. Il est le directeur du cabinet Alibert Conseil. Il est également consultant sur les questions de politique territoriale. Merci d'être là, Mohamed. Le plaisir est partagé. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons sur ce plateau ces deux intervenants qui vont nous, en tout cas, analyser. On va analyser ensemble l'actualité, les différents sujets liés à l'actualité nationale. D'abord, nous allons commencer avec ce sujet qui, en tout cas, qui défraie la chronique. Alors, Messaoud Ould Breika, vous avez suivi certainement cette actualité. L'ancien Premier ministre et l'ancien ministre de la Défense et des anciens combattants, M. Soumaïla Boubèye Maïga, est placé sous mandat de dépôt avec l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Mme Boiré Fili Sissoko. Quel est votre point de vue d'abord, de façon globale, sur cette affaire-là? Donc, je pense que c'est un dossier de la justice en cours et c'est une aspiration profonde et populaire partagée par l'ensemble des citoyens maliens que de retrouver une justice. Mais surtout, il ne faut pas oublier que la justice est le corollaire de la démocratie, mais surtout que la justice se fasse dans le respect de la loi et du droit. C'est quelque chose de très important. Faire de la justice avec les outils légaux qui sont permis de faire la justice et dans le respect des prescriptions dites par ces outils. C'est quelque chose de très important. Donc, c'est rendre justice sans la rendre par l'injustice qui est la violation des lois et des délimitations du droit. Telle est mon impression sur les dossiers. Alors, avant de poursuivre avec la deuxième question, Mohamed, vous avez certainement analysé un peu la procédure en cours. Peut-être que vous n'êtes pas certainement juriste, mais vous, quel est votre état d'esprit, votre impression? Oui, effectivement, merci pour la question. Je ne suis pas juriste et je pense qu'il faut être très prudent par rapport à ce dossier parce qu'il s'agit toujours d'un dossier qui est ouvert en justice, qui n'est pas clos, comme il vient de dire. Il y a la présomption d'innocence qui plane sur dans les deux cas. Il y a effectivement une procédure qui est lancée, donc il y a pas mal de choses en fait qui peuvent être aujourd'hui mises en question, qui peuvent aussi aller jusqu'au bout. Donc il faut être très prudent en commentant ce qui se passe actuellement. Mais il faut signaler sur ces deux dossiers qu'effectivement, au lieu de rentrer dedans, moi je préfère me dire en fait qu'aujourd'hui, il est très important que la transition effectivement fixe un cap par rapport à la corruption. C'est quelque chose qui a été dit au début de la transition, on a entendu, et je pense que dans le cœur même de la transition, c'est-à-dire de cette deuxième phase de la transition, donc le PAG, le programme d'action gouvernementale qui a été présenté par le Premier ministre,
ce financement, on se souvient que c'est seulement un petit pourcentage qui est demandé aux partenaires. Donc il y a un gros pourcentage en fait qui est attendu au niveau interne. Donc moi j'avais souligné déjà bien avant que ces pourcentages-là qui approximativement rejoint les 80% en fait de la somme qui est attendue pour le financement de ce PAG. Et certainement une somme qui viendra en fait de la lutte contre la corruption. Bon, maintenant, ceci étant dit, maintenant, je pense qu'il est important. Il est toujours important de rappeler que les règles de procédure sont des règles qui sont très importantes en fait à respecter, mais aussi il faut rappeler que on est dans une transition et que depuis le début de cette transition, il y a aussi des choses qui, au niveau des procédures juridiques, il y a pas mal de choses en fait qui peuvent aujourd'hui en fait être rappelées comme des choses qui se chevauchent, mais encore une fois sur cette question, je pense qu'il faut attendre. Vous dites, Mohamed, les choses qui se chevauchent, vous parlez de quoi concrètement? Il y a quand même peut-être que vous parlez d'un flou juridique qui a été créé dès le début de cette transition. Oui, alors ce n'est qu'une répétition, ce que je vais dire, parce que ça a été déjà dit, ça a été signalé. Il serait difficile de comprendre effectivement qu'il y ait en même temps une constitution qui est totalement valide et une charte de transition qui fonctionne. D'autant plus qu'on se rappelle que la Cour constitutionnelle avait manifesté le fait qu'elle était incompétente pour juger de la validité du fonctionnement du CNT et aussi des actes. Ce qui veut dire en fait que la Cour a tout simplement rappelé que dans la Constitution de 92, il y a un certain nombre d'institutions qui sont signalées sur laquelle la Cour a autorité pour juger ces institutions. Et le CNT n'en fait pas partie. Et le CNT est cité par la charte de la transition. Donc, à ce titre, aujourd'hui, en termes de procédure, on a deux actes un peu. Au niveau de la hiérarchie des normes, si on se réfère juste à une petite leçon juridique, au niveau de la hiérarchie des normes, on a la Constitution, mais qui en même temps, on ne sait pas si la charte de la transition est au-dessus de la Constitution ou si elle est en deçà de la transition ou à quel niveau elle se situe par rapport à la Constitution. Parce que c'est important, c'est très important parce qu'il y a certaines règles. Toutes les codes, le code pénal, que ce soit le code pénal ou le code civil, ont des émanations au niveau de la loi fondamentale, donc la Constitution. Maintenant, on respecte quel document légal, la Constitution ou la charte? Parce que c'est important à déterminer cela, parce que ça a un impact au niveau de la procédure. Je ne suis pas juriste, mais je pense qu'il faut faire, encore une fois, je pense qu'il faut faire très attention sur ces questions-là, parce qu'on est dans une procédure qui est ouverte, et voilà, je pense que c'est cette question. Alors, M. Oulbreka, en tout cas, il est clair qu'il y a en tout cas un flou juridique qui est là depuis le début de cette transition-là. Vous, comment est-ce que vous préconiserez, en tout cas, la suite? C'est les juges, je peux vous dire la suite de la chose, mais je reviens toujours à ce dit. Je pense que sur beaucoup de plateformes, nous avons eu à dénoncer le problème du dualisme constitutionnel qui vient d'évoquer. Dans tout pays, il y a des procédures, il y a des mécanismes par lesquels on passe pour juger les dirigeants. Mais maintenant, ces mécanismes sont stipulés quelque part dans des textes mères qui sont aussi complétés par les codes pénaux qui viennent d'expliquer. Maintenant, le problème de cette transition dès son départ, d'où la nécessité de rapidement retourner à un ordre constitutionnel. Vous avez tantôt la charte de la transition, vous avez la Constitution. Il y a des choses condamnables par la Constitution qui ne le sont pas par la charte. Et la charte, clairement pour le dire, la charte montre beaucoup d'insuffisance en termes de satisfaction, de délimitation du pouvoir, du fonctionnement de l'État. D'où la coexistence de la Constitution de 1992 qui condamne les circonstances dans lesquelles la charte de la transition elle-même est née. Donc en quelque sorte, cette transition doit tout faire. Certes, et pour parler aussi en termes de vecteur de temps, cette justice, nous l'avons espérée il y a 12 mois de cela, pas aujourd'hui. À 12 mois de cela, si les textes mères existants, notamment la Constitution, la charte de la transition,
permettait de faire des procédures pareilles. L'interrogation que nous nous posons, pourquoi aujourd'hui et pas il y a 12 mois de cela? C'est très important parce qu'un vecteur de temps, ça nous fait gagner du temps. Si, par exemple, nous espérons récupérer l'argent de la corruption pour financer le programme d'action gouvernementale, il fallait envisager de le faire dès le début de la transition. Pas aujourd'hui. Ce ne sont pas peut-être les mêmes acteurs politiques qui sont là aujourd'hui. Bien sûr, ce sont les mêmes acteurs. Qu'est-ce qui a changé? Il y a 12 mois de cela, ce sont les mêmes personnes qui sont là. Oui, vous parlez du CNSP peut-être. Oui, le CNSP converti en les autorités de la transition. Ils sont à la gestion de ces pays il y a 12 mois de cela. Donc, qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, on aille dans cette... Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à clamer la justice concernant la loi de programmation militaire qui a vu 1238 milliards investis dans l'armée sans que nous ne puissions, nous, en tant que peuple, observer de façon considérable en termes de réforme de notre armée, les résultats sur le terrain. Donc les résultats sur le terrain disaient tout le contraire de cette somme adoptée. Et quelque part aussi, ça me renvoie aussi à un budget des axes de Shogel par rapport au dernier axe où il parle, permettez-moi de donner un budget exact. Voilà là. Il parle par exemple de 1712 milliards 825 482. Donc c'est plus que la loi de programmation militaire. Dans son axe 4, 1700. On parle là de 1000 milliards. 1000 milliards. 700 milliards 825 millions 482 500 francs pour un axe qui parle de la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Pour moi, c'est une grande interrogation. Sommes-nous en train de voir une deuxième version 6 mois pour 6 mois. Et ce n'est pas seulement l'axe... Peut-être que c'est élargi peut-être qu'à plus de 5. Mais bien sûr, c'est un programme qui va au-delà de la transition. Bien sûr. Et mon inquiétude à moi, c'est sommes-nous en train de rentrer dans le même contexte de la loi de programmation militaire? Parce que la loi de programmation militaire aussi, c'était ça. On a vendu au fait des trucs colossaux qui ne pouvaient pas, en termes de pragmatisme, être réalisés. En termes de la conjoncture, ça ne pouvait pas être fait. Et dès le départ, parce que quelque part, j'ai l'habitude de le dire, l'exercice de la gestion publique n'est pas un exercice d'observation des conséquences. Il faut être dans la prévision. Lorsque plus de la moitié du plan d'action gouvernemental est accordé à un axe qui est mis jusqu'au 4e axe. Même la priorité qui est la sécurité, vous prenez les questions aujourd'hui au Mali, les questions sécuritaires, ça représente en quelque sorte à 70% les soucis du peuple. Donc si par exemple nous voulons nous investir dans des questions de lutte contre la corruption pour pouvoir financer des plans d'action gouvernementaux, au moins que ce soit des plans qui répondent aussi à des préoccupations concrètes et réelles du peuple dans la planification de la gouvernance. Donc c'est très important. Et pour revenir à votre dossier de la justice, je l'ai dit, c'est un dossier sur lequel les Maliens sont unanimes. Nous voulons la justice, mais dans le respect de la loi et des outils qui sont permis pour rendre justice au peuple. Que ce ne soit pas... Et vous pensez qu'il faut peut-être attendre la mise en place de la haute cour de justice comme prévu en tout cas? Je ne dis pas qu'il faut attendre. Je dis juste d'éviter certaines choses. Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent. Si vous écoutez, c'est que il y a beaucoup de Maliens qui aujourd'hui partagent par exemple la dynamique que ces dossiers est investi parce qu'il y a certains qui ont parlé de la prolongation de la transition. Ce sont des voix qui s'élèvent. Et à cet instant précis de la transition, ce n'est pas ce dont la transition a besoin. La transition a besoin d'apaiser le climat politique pour pouvoir se concentrer sur les objectifs que la transition peut encore réaliser. Merci beaucoup. J'ajouterai à ce que vous venez de dire. En tout cas, l'association malienne des procureurs et poursuivants, AMPP, et la référence syndicale des magistrats, REFSIMA, en tout cas, ils ont fait un communiqué commun pour inviter en tout cas les acteurs de la justice à la vigilance et la mobilisation responsable pour repousser toute forme
hein, je cite, d'instrumentalisation de la justice. Alors, vous, Mohamed Mega, qu'est-ce que vous comprenez? En tout cas, on sent que les juristes ne sont pas d'accord. Voilà, bon, il faut rappeler que je le rappelle parce que c'est très important, je ne suis pas juriste. Nous sommes simplement des analystes et des observateurs. Sur cette question, moi je pense que il est difficile, c'est-à-dire qu'il est difficile aujourd'hui de mettre à l'écart la justice dans ce qui se passe. Dès le début de la transition, les magistrats, le corps de la justice aurait dû en fait insister sur le fait qu'il fallait rester dans une certaine cohérence. Dans une certaine cohérence. Je dirais même pas le respect des règles, mais dans une cohérence. Et là, la justice avait son rôle à jouer, de rappeler aux autorités qu'il fallait rester dans une cohérence. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une confusion juridique. Et ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis le début de la transition. On ne peut pas en vouloir, à mon sens, trop aux autorités. Parce que les autorités prennent des décisions. Les autorités doivent aller en avant. Mais la justice, le corps de la justice a un rôle crucial à jouer. Et avait un rôle crucial à jouer qui aurait pu nous empêcher d'être là. Je viens de parler tout à l'heure de la confusion juridique liée à la Constitution, liée à la charte de la transition qui n'avait pas été réglée, qui n'a pas été réglée. Aujourd'hui, quand les magistrats... Mais quand même, certains membres, Mohamed, certains membres de ce corps de la justice ont joué quand même leur rôle. Par exemple, je pense à la Cour constitutionnelle qui a été très claire là-dessus, par exemple, par rapport au fait que les membres du CNT ne peuvent pas être considérés comme des députés. Oui. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, ils ont été très clairs. Ce qui est important, c'est que quand on est dans une bataille, c'est que toute la corporation parle de la même voix. Quand on parle de la justice, on ne parle pas uniquement des membres de la Cour constitutionnelle, on parle aussi de tous les autres. Et de tous les autres, y compris les huissiers, y compris tous les autres qui doivent à un moment donné manifester en fait l'importance en fait de rester dans la cohérence. Et aujourd'hui, quand pour des règles de procédure, les magistrats se plaignent. Moi, je pense que c'est normal que les magistrats se plaignent, mais je trouve que c'est dommage qu'on en arrive là pour que les magistrats se plaignent. Il fallait à un moment donné alerter davantage, peut-être que ça n'a pas été suffisamment dit. Mais aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas trop en vouloir aussi aux autorités, dans le sens où, à un moment donné, il faut aussi prendre des décisions. L'important aujourd'hui, c'est de rappeler effectivement qu'il faut retourner en fait à une cohérence, au respect d'un certain nombre de règles pour faire les choses et pour que les gens y comprennent, y voient un sens. Les Maliens ont besoin aussi de... Non seulement, les gens aspirent en fait à la justice. Et surtout la justice en termes en lien avec la corruption. Les gens attendent beaucoup de résultats par rapport à ça. Il ne faut pas l'oublier. Et la justice peut l'accompagner, mais il faut à un moment donné, pour ne pas trop se perdre, partir sur la base du minimum. Merci beaucoup Mohamed. Alors je reviens pour en finir avec ce communiqué-là. Je cite encore, en tout cas, c'est l'alliance, en tout cas j'ai encore oublié le nom, l'alliance des Maliennes, des procureurs et poursuivants. Et la référence syndicale des magistrats, en tout cas, elles ont exprimé leur inquiétude et se disent, en tout cas, se désolent de voir les premiers responsables de la Cour suprême donner à l'institution judiciaire l'allure d'un organe instrumentalisé au risque de basculer la République vers un gouvernement des juges. Exactement. Alors, je pense est-ce que ça rejoint un peu votre point de vue? Pas seulement mon point de vue, je pense que ça rejoint l'inquiétude de beaucoup de Maliens. Parce que vous savez, on ne peut pas faire un pays stable, on ne peut pas faire les changements lorsque nous sommes nous-mêmes un problème au changement. C'est très important. Et le problème au changement, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a des textes mères, des lois mères, et que ces lois mères ne soient pas respectées ou que la justice soit prononcée en faveur des conjonctures politiques, c'est très grave. Et je pense que le plan d'action gouvernemental de Choguel parle d'un point où il parle de la dépolitisation de l'administration. Et pour revenir à ces propos, je tiens à lui faire comprendre que la justice a certes ses outils, elle a certes ses mécanismes, mais la justice naît de la volonté politique. Et cette volonté politique,
elle sied les mieux à la magistrature suprême. Les autorités à la tête du pays sont ceux qui peuvent donner cet élan à la justice que de s'exécuter et de remettre au fait le peuple dans son droit par rapport à la corruption, ce qui lui a été volé, qu'il le soit restitué pour servir son plan d'action gouvernemental et ces questions cruciaux du moment. Et l'inquiétude, elle est en quelque sorte fondée parce que lorsqu'il y a certaines prises de position, des voix qui s'élèvent, et ce n'est pas seulement les seules personnes citées dans les dossiers, il y a pas mal de personnes où si on fait une lecture des réseaux sociaux, les sondages des opinions, vous voyez que d'autres personnes sont citées. Je ne vais pas mentionner des noms, mais en tant que citoyen, l'observation que nous faisons de la chose, on a plus la sensation que nous sommes dans un tribunal politique que dans un tribunal pour réellement faire la justice. Parce que le vecteur temps que j'ai expliqué est très important. Sur 18 mois, je ne vois pas pourquoi attendre 12 mois pour commencer à mener la lutte contre la corruption. Donc, c'est des éléments très importants sur lesquels il faut réfléchir et puis essayer de poser des analyses. Je pense que, pour rebondir sur vos propos, je pense que la question malienne est très complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut, à mon avis, rester très prudent parce qu'on a eu un parcours. C'est-à-dire que tout n'est pas lié à la transition. On a eu une période de pré-transition et au moins une vingtaine, une dizaine d'années de corruption et d'actes, d'autres types d'actes qui manifestement aujourd'hui, on voudrait tout régler en fait dans cette transition. On ne peut pas tout régler dans cette transition. Et je pense que c'est une première chose qu'il faut retenir. Par rapport aux 18 mois, je pense que ce n'était pas possible pour quiconque en fait de s'attaquer automatiquement à la corruption et à d'autres chantiers. C'est pour ça que dans un sens, on peut comprendre que soit on passe, parce que moi je pense que c'est le plus important, soit on essaie effectivement de gérer le minima de ce qu'on peut, mais dans la cohérence pendant cette période qui reste, soit à un moment donné de rapidement s'orienter vers des élections. Ces élections sont très importantes parce qu'il faut que le pays retrouve une cohérence. Et cette cohérence-là, les 18 mois, on n'aurait pas pu commencer les 18 mois par la cohérence parce qu'il fallait que les gens s'observent, parce que tout le monde se connaissait, parce qu'à un moment donné, le peuple aussi qui souffrait derrière cherchait ses marques. Et toutes ces autorités, toutes ces personnalités qui sont aujourd'hui là en train d'essayer de gouverner ce pays, tous les autres qui sont dans les partis politiques avaient besoin en fait à un moment donné de retrouver chacun sa place. On en est là aujourd'hui. Rapidement, vous avez une minute. Un dernier point, je tiens à dire, il ne faut pas se mettre dans cette logique de lecture où voilà, on essaie de dire, oui, on explique la contre-performance gouvernementale par des décennies précédentes de mauvaise gouvernance. Non. Lorsque vous acceptez la responsabilité d'être à la tête d'un pays ou de vous engager dans une lutte politique quelconque qu'elle soit, dans laquelle vous avez les objectifs de la transition, ils sont préliminairement définis. Depuis la lutte du M5 RFP, la justice et les questions de sécurité font mention phare de la lutte. Et je me souviens bien avec des slogans tels que des blindés en carton, etc. Et lorsque on a en quelque sorte des dossiers de corruption relatifs au secteur de défense et de sécurité, il est tout à fait normal si nous nous inscrivons dans une lancée de refondation, la refondation ne peut pas se faire sans la justice. Donc les premiers mois de la transition, et ça ce n'est pas seulement ma vision des choses, je pense que c'est une conviction populaire. Alors, tout le monde attendait cela. Dès le départ de la transition, il fallait consacrer de la valeur à la justice. Il y a la réalité on va maintenant parler de la gouvernance, de la gestion publique. De la levée, en tout cas, de toutes les mesures restrictives concernant l'ancien président Bandaou et son ancien premier ministre Mokhtar Wane. Donc, la communauté internationale s'en est félicitée. Vous, vous pensez que c'est quand même, je pense en tout cas, c'est une avancée, quoi, Mohamed? Moi, je pense que c'était une bonne nouvelle, effectivement, parce que c'était une épine, en fait, dans le pied du Mali, à l'échelle internationale. C'est-à-dire que notre pays n'est pas géré uniquement à notre niveau, c'est aussi géré avec nos partenaires. Il ne faut pas l'oublier, il faut l'accepter aussi, même si il y a beaucoup de frustration dans ce sens-là. Le fait de lever aujourd'hui ces restrictions-là autour de ces deux personnalités qui ont géré le pays, pour moi, ça a beaucoup de sens. Ça montre qu'à un moment donné, effectivement, on va dans un sens, dans une logique. Mais il faut aussi, moi j'insiste là-dessus, parce que la notion de la gouvernance
de la gestion publique est très importante. La réalité de la gestion publique est très importante. Ces personnalités-là étaient détenues, effectivement, mais il y avait un sens que les gens doivent comprendre. Les Maliens doivent comprendre qu'il y avait un sens à la détention de ces personnes-là. Vous comprenez... Non, je dis qu'il faut comprendre la gestion publique. Ces personnalités-là, il y avait l'ancien président de la transition, l'autorité supérieure. Il y avait son premier ministre qui était le chef de gouvernement. Ça veut dire que ces personnalités ont, à un moment donné, été au courant de tout ce qui se passait dans ce pays, signé des conventions, participé à des réunions à haut niveau dans le cadre de la gestion de ce pays. Et ça veut dire tout simplement que quand on est dans une situation de ce type, avec... Peut-être c'était à la justice de régler la compte. Quelle que soit la justice, il ne faut pas non plus être nombriliste et regarder juste ce qui se passe chez nous. Des périodes exceptionnelles, le monde en a connu. Des pays dans le monde en ont connu. Et il ne faut pas que le pays aille dans tous les sens. Ça peut plaire à certains, ça peut ne pas plaire à certains. Mais la gestion du pays, de la nation, a aussi ses réalités. On ne pouvait pas, de facto, à un moment donné, avec la confusion qu'il y avait, parce que aujourd'hui, moi je ne suis pas en train de prendre parti, hein. C'est une réalité de la gestion du pouvoir. On ne peut pas voir un ancien vice-président avec son président et l'ancien premier ministre qui se séparent et penser que ça allait se passer tranquillement comme on pensait. Ce n'était pas possible. Maintenant, si ça se règle de cette façon, il faut juste saluer que ça se règle de cette façon et qu'on retourne en fait à une normalité. Encore une fois. Merci beaucoup, Mohamed. Voilà, fondamentalement, M. Breika, est-ce que vous pensez aussi que c'est quand même une avancée? C'est certes une avancée, mais il ne faut jamais normaliser des actes dits illégaux. C'est pas bien. Et je suis vraiment très déçu de voir un jeune tenir un discours pareil aujourd'hui, normaliser le fait qu'un premier ministre, un ancien président soit détenu sans qu'il ne soit présenté devant un juge. Où est cette refondation que nous clamons? Où est le changement? Ce n'est pas possible. Il dit qu'il faut comprendre. Non, la compréhension, voilà, si on veut réellement comprendre, je vais en ce moment lui donner les données pour qu'on comprenne réellement. Il faut sortir de ces réserves où on essaie tout le temps de faire des concessions sur du faux. Les concessions sur le faux n'amènent le pays à aucune stabilité, aucune avancée. Les contextes réels de la détention de ces personnes, elles sont connues. Le deuxième coup d'État, le prétexte de la violation de la charte de la Constitution par Bandao qui a été prôné par Assimi Goïta pour faire le deuxième coup d'État, chose que nous avons dit au moment qu'il faut avancer. Nous n'allons pas certes nous stagner à ce deuxième coup d'État, il fallait avancer. Mais l'avancer sans se dire la vérité aussi ne nous mènera nulle part. Et le motif donné, c'était la violation de la charte de la transition. La question que je lui pose, lorsque les textes mères ne sont pas respectés, il ne faut rien espérer après. La charte de la transition stipule clairement en son sein 2 points que je vais citer. Le vice-président de la transition, aujourd'hui, où est le vice-président de la transition du Mali, par rapport au nombre de ministres stipulés dans la charte, c'était 25 aujourd'hui. Les ministres délégués qui sont nommés sont-ils stipulés dans la charte de la transition? Non. Et ça nous renvoie encore aux questions des assises. Ça ne servira à rien que de faire même 1001 assises lorsque les conventions que nous prenons du point de vue social et politique, nous ne les respectons pas. Et ça, c'est des choses à décrier. Ce n'est pas, disons, une opposition contre des personnes, mais ce sont des oppositions factuelles sur certaines pratiques du pouvoir qui ne peuvent être justifiées par le contexte de la transition. Transition n'est pas synonyme d'anarchie. Même dans la transition, il y a eu des assises nationales sur la transition. Et lors de donc ces personnalités devaient être libérées immédiatement. Et ce n'était pas forcément libéré. Si quelque chose est retenu contre quelqu'un, moi je pense que dans un état dit de droit, il doit être présenté à un juge. Le contexte sécuritaire ne permettait pas immédiatement de le faire, mais il fallait quand même quelques semaines après... Je ne serai pas juge pour vous dire les contenus, les dessous des choses. Mais de façon superficielle, dans la forme de choses, ce que nous pouvons observer et apprécier sont tels. Un président de la présidence, vous vous retrouvez à résidence surveillée où, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu des publications sur les réseaux sociaux qui ont dit que même l'avocat de la défense peinait à pouvoir avoir accès à ses clients. Et c'est extrêmement grave en termes d'état de droit. On reste toujours dans les propos des réseaux sociaux. Je pense qu'il est très important de se rappeler et de se souvenir toujours de l'état du pays actuellement.
et il y a quelques mois. Et voilà. On est dans une situation, c'est-à-dire que quand vous parlez d'état de droit, moi je vous signale, moi je suis un fervent défenseur de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Mais ce qu'il faut se rappeler, et ce qu'il faut se rappeler surtout avec beaucoup d'intérêt, c'est que le Mali vit une période noire, que vous le voulez ou pas. C'est-à-dire que les textes, on a parlé tout à l'heure en fait des règles de procédure, on a parlé de la Constitution, on a parlé de la charte de la transition. C'est un pays qui se cherche, que vous le voulez ou pas. Droit de l'homme ou pas, état de droit ou pas, aujourd'hui, l'idée, ce qui doit animer chacun, c'est d'aller vers une normalité. La normalité, elle ne peut pas exister alors que là même, on est en train de parler d'une situation totalement anormale. C'est très important. Mais Mohamed, est-ce que les autorités de la transition n'avaient pas la possibilité de remettre le dossier à la justice malienne? Vous savez, la justice malienne, on en a parlé. Moi, je ne dénigre pas la justice malienne et je pense qu'il faut respecter tous les corps. Tous les corps dans ce pays. Et c'est comme ça qu'on pourra sortir en fait de cette situation. Mais c'est qu'il ne faut surtout pas oublier. Elles avaient la possibilité ou pas, ou si le pays Elles avaient la possibilité ou pas, si le pays est à ce niveau-là aujourd'hui, avec autant de confusion, autant de problématiques, autant de corruption, autant de difficultés, c'est qu'à un moment donné de se décharger de cette affaire et s'occuper peut-être des affaires. Non, attendez, je vais finir. Si on en est à une transition, c'est qu'on a décrit que effectivement, il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Les choses sont assez simples à ce niveau. On est dans une transition. Que vous le voulez ou pas, une transition, ce n'est pas la normalité. Et je pense qu'on gagnerait tous en fait à se dire qu'il faut aller vers la normalité. Et la normalité, vous ne pouvez pas demander la normalité alors qu'on est peut-être vers les priorités, Mohamed. Donc ça nous amène à la question suivante, et surtout peut-être qui intéresserait les téléspectateurs, c'est le regroupement, en tout cas les regroupements et groupes, partis politiques je dirais, qui se sont réunis autour d'un cadre d'échange pour en tout cas demander en tout cas l'organisation des élections présidentielles et législatives à date échue. Vous, en tant que consultant, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce qu'il faudrait aller directement aux élections, donc à la priorité numéro 1, ou bien il faut aller vers des réformes et prendre le temps qu'il faut pour réformer le pays? Vous savez, c'est une question assez bateau. Je pense que j'ai répondu ça le week-end dernier sur un plateau. Okay. Mais c'est simple en fait. Moi, je ne vais pas dire à qui que ce soit qu'il faut aller vers des élections ou bien qu'il faut aller vers une transition de sens. Ce n'est pas à moi de le dire. Je pense que le peuple a aujourd'hui des autorités publiques qui sont censées gouverner ce pays. Si ces autorités-là ont un choix à faire, ces autorités doivent affirmer ce choix et se présenter devant le peuple pour le dire. C'est important. La responsabilité publique, c'est ça. À un moment donné, vous décidez. Vous, en tant que membre de ce peuple-là, Mohamed, si vous êtes appelé aux Assises nationales de la refondation et la question vous est posée, quelle serait votre réponse? C'est ça concrètement ce que je répète, parce que... Vous direz oui ou vous direz non? Je répète. Je préfère expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si on opte pour des élections, ce serait de raccourcir la confusion et d'essayer de se donner les moyens pour arriver à un état de droit, comme je le disais, à une situation normale, avec une constitution, avec des autorités légitimes. Mais encore une fois, est-ce que c'est possible? Ce n'est pas à moi de le dire. Il y a des gens qui sont aux affaires, qui connaissent mieux la réalité. Et qui pourraient aussi défendre leurs intérêts. Attention, qu'ils défendent leurs intérêts ou pas, ce sera à eux, à un moment donné, de décider de cela et de le dire au peuple. C'est important. En fait, il ne faut pas non plus se dégager. En fait, on a des autorités qui doivent gérer. Il faut à un moment donné leur demander de se prononcer. Confiance. Non, pas de leur faire confiance. Je ne le dirai pas, moi. Je suis en train de vous dire en fait qu'il faut juste en fait leur demander. Le peuple a le droit de demander. Est-ce qu'on va vers des élections ou quand? S'ils ne répondent pas, il faudra leur demander. Maintenant, la transition de sens, c'est-à-dire aller vers des réformes ou pas, les réformes, c'est important. Mais dans le temps imparti, est-ce qu'on pourra faire des réformes? Encore une fois, moi... C'est difficile, Mohamed, que le peuple demande aux autorités, bon, voilà ce que nous... Comment est-ce que cela pourrait s'exprimer? Par exemple,
Amadou Diallo de Mopti va Vous pas... Vous savez, c'est simple. Hein. Tous les mécanismes d'expression publique sont connus. Et aujourd'hui, les deux textes qui existent le permettent. Les gens peuvent manifester. Le M5 a manifesté pour qu'il y ait ce changement. Et ça s'est fait. L'expression ne se passe pas uniquement par les rues, par la rue. Il y a la télé aussi. Les citoyens ont aujourd'hui des canaux d'expression. Il y a la société civile. C'est juste qu'en fait, en réalité, la normalité voudrait que les choses soient à leur place. Les gens, c'est pas seulement les gouvernants qui doivent être, à un moment donné, qui doivent répondre de leurs actes par rapport au peuple. Le peuple aussi a, effectivement, je le dis et je le redis, a aussi ce devoir de s'exprimer, de demander à ses gouvernants. Ok, merci beaucoup, Mohamed. Monsieur de Breika, est-ce que vous partagez le point de vue de Mohamed Maïga sur la nécessité de donner, en tout cas de permettre au peuple de s'exprimer, de dire sa volonté à ces autorités-là qui ont aussi peut-être leur propre agenda, quoi, je veux dire. D'accord. Je pense qu'il est perdu dans ses analyses à lui-même. Non, vous, quelle est votre analyse? Non, je viens de là. C'est ce qui nous intéresse. Oui, je viens là-dessus. C'est très important parce que c'est mon co-débatteur et il est important qu'on puisse se comprendre sur certains points très importants. Lorsqu'on parle de la gestion de la cité, d'abord, on parle d'un pouvoir que le peuple transfère. Il a cité clairement ici que le CNT a été reconnu par la Cour constitutionnelle comme n'étant pas des députés pleinement. Je ne l'ai pas dit. Non, je l'ai dit. Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Donc, si le CNT n'est pas reconnu comme étant des députés qui sont logés dans la chambre du peuple, élus par le peuple, qui exercent un pouvoir qui les a été transféré par le peuple, ça veut dire que ce CNT que nous avons né parle pas au nom du peuple, n'a ni la légitimité, ni la légalité, chose qui a été défendue par l'actuel Premier ministre avant qu'il ne soit investi dans ses fonctions de Premier ministre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on ne peut pas gérer un pays dans l'anarchie au prétexte d'être dans la transition. Ce n'est pas possible. C'est ces mêmes acteurs de la transition qui ont appelé aux assises nationales sur la transition. Et c'est de ces assises nationales qu'est née la charte de la transition. Donc, ces chartes-là, ces conventions, lorsqu'elles ne sont pas respectées, nous sommes totalement dans l'anarchie. Ça, c'est clair. Maintenant, je suis d'accord avec lui sur le fait que nous devons tout faire pour revenir à l'ordre constitutionnel. D'où la nécessité de respecter les délais de la transition des 18 mois. Et pour dire, en termes de temps, suffisamment de temps a été accordé. Tolérer la prolongation de la transition n'est autre que de faire la promotion de la mauvaise gouvernance et des manques de performance gouvernementale. Ce n'est pas trop dit, c'est très clair. On vous donne un temps. Est-ce que vous pouvez illustrer? Je viens. On vous donne un temps. Lorsqu'on parle de société sérieuse en termes de développement, c'est lorsque nous avons un projet de société ou un projet gouvernemental, quelconque qu'il soit, nous allons d'abord les délimiter en termes de temps. Sur cette période de temps, nous allons exécuter tel objectif. Et cette transition a clairement stipulé qu'ils peuvent réussir les élections, nous faire retourner à l'ordre constitutionnel dans les 18 mois. Et de façon historique, ce n'est pas la première fois que le Mali fait face à une transition. Il faut être clair là-dessus. La transition qui a vu l'avènement même de la démocratie au Mali, en tout, elle nous a pris 14 mois. La récente transition du coup d'État de Amadou Ayo Sanogo, ça nous a pris en tout 1 an, 4 mois, 28 jours. Ça fait en tout 1 an, 5 mois. Cette transition, on a été des plus généreux en termes de temps à leur accordant 18 mois. C'est une convention. Ni les Maliens au-dessus de l'autre, nous sommes tous des Maliens. Nous avons dit en tant que Maliens, lors des assises nationales sur la transition, voici nos objectifs en tant que pays, en tant que peuple. Il faut être rigoureux sur les normes, autrement nous ne serons qu'une société anarchique, un pays anarchique. Et lors de ces assises nationales sur la transition, nous avons dit en 18 mois, voici les grandes lignes à respecter. Malheureusement, je viens, juste pour clore, pour faire comprendre les choses, ce n'est pas une lutte contre les autorités de la transition, ce n'est pas une lutte partisane, mais c'est une lutte des valeurs. La performance gouvernementale doit être imposée en termes de temps. Si, comme l'a si bien dit un acteur des partis politiques, Cheikh Modibo Diarra, il dit lorsqu'ils n'arriveront pas
à réussir l'organisation des élections à 18 mois, il faut qu'ils partent. Ils ne sont pas les seuls Maliens. Ils ne sont votés par qui que ce soit. Alors, il nous reste quelques minutes, Oui. M. Oulbreika. Oui. Mohamed Mega, quels peuvent être les piliers de la refondation du Mali? Je pense que il faut d'abord je pense que c'est important en fait d'être prudent et de se rappeler que effectivement on est dans une période assez difficile et qu'il y a des autorités qui sont là, il y a une situation qui est confuse, mais il ne faut pas oublier en fait que nous avons tous la même boussole. Nous devrions tous avoir la même boussole. C'est important de se tenir cette boussole. Les critiques, elles sont bien. Le signalement en fait de ce qui ne va pas, c'est très bien. La responsabilité des uns et des autres, c'est encore mieux. Quand on parle de refondation, je pense qu'il est important que tous les acteurs de ce pays, il n'y a plus d'opposition aujourd'hui, on est dans une transition. Il n'y a pas d'Assemblée nationale telle que telle. Il n'y a pas d'autorité légitime telle qu'on peut l'avoir avec le suffrage universel direct ou indirect. Il n'y en a pas. On a quoi concrètement? Donc aujourd'hui, on a des autorités de transition. Même si voilà. On a des autorités de transition. Même si ces autorités-là, demain, on les change, les nouvelles personnes qui viendront seront des autorités de transition. Maintenant, si on veut quitter cette transition, la refondation dont on parle en réalité, ce n'est qu'un état d'esprit d'abord. Quels peuvent être il faut que les uns et les autres, en fait, acceptent d'être dans ce même état d'esprit, c'est-à-dire de penser au Mali de demain. Je pense que moi je suis... Donc c'est le premier pilier. Moi je pense, bien sûr, ça doit réunir en fait, l'intérêt national doit réunir. Le deuxième c'est quoi pour vous, Mohamed? Ce qui est important, c'est qu'effectivement on aille dans le même sens. C'est important. Vous me demandez en fait de les citer. Moi je vous dis en fait que le plus important d'abord, c'est qu'on regarde dans le même sens. Parce que ce qui est renvoyé en réalité, c'est que les Maliens sont même pendant une période de transition où en fait en réalité on devait se retrouver sur un minima pour refonder le futur, on se retrouve dispersé. Et on oublie l'essentiel. Il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est ce que je viens de dire. L'état d'esprit, l'intérêt national. Et après, c'est sur la base de ça qu'on peut exprimer les divergences, les profondeurs des divergences. Et c'est là où ça se passe. Mais en conclusion, c'est synthétique ce qui est proposé. Je pense que revenir, s'asseoir en fait et dire à un moment donné, on va vers des élections à la fin de ces assises-là, qui pourront durer peut-être une semaine, un mois, quelque chose comme ça. Dire ça, quelle est la difficulté dans ça, à mon avis? Quelle est la difficulté? Il ne s'agit pas... Je pense qu'à un moment donné, il faut que... Bientôt, je pense que les gens doivent revenir. Je pense que les gens doivent revenir, les Maliens doivent revenir à l'essentiel. L'essentiel, l'état d'esprit. Mohamed, merci beaucoup, Mohamed Mega. M. Oulbreika, pour finir, alors pour vous, quels seraient les piliers de la refondation? Il y a les assises qui sont prévues pour bientôt, à encourager le ministre de la refondation, Ibrahim Kassamega. Je pense bien que c'est pour peut-être certainement ça sera organisé en octobre. Et vous, quelles sont vos attentes? Quels seraient pour vous les grands piliers de cette refondation-là? Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à le dire, la refondation ne peut pas être réussie par la transition. La transition peut apporter sa contribution dans la refondation en remettant rapidement le pays dans un ordre constitutionnel. C'est très important. Si vous essayez de voir ce plan d'action qui a été étalé, ce plan d'action vaut un plan d'action qui peut gérer le pays même sur 5 ans. C'est clair. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où il faut retourner, il faut redonner le pouvoir au peuple. C'est très important. Parce que vous savez, le pouvoir a... Comment? En organisant des élections. Nous sommes exclus de beaucoup, comme il l'a si bien dit. Moi, je suis nationaliste, j'ai l'habitude de le dire. La communauté internationale est une communauté des communautés nationales où chacun défend les intérêts de sa nation. Certes, mais le Mali, dans le concert des nations, est dans des paramètres où nous devons obligatoirement respecter certaines normes, notamment un État démocratique. Et un État démocratique, c'est rendre le pouvoir au peuple par les élections. Et lorsqu'on parle de la gouvernance, l'exercice de la gouvernance a un vecteur qui est très important. Le vecteur temps, les vecteurs moyens, les vecteurs d'atteinte des objectifs. Quand on parle des assises nationales de la refondation, moi personnellement, je suis contre, pour plusieurs raisons. Le premier est un aspect budgétaire. 2 milliards 50 millions pour faire des assises, dire ce que nous avons dit hier en termes
des criticités de la situation, ce n'est même pas envisageable. Nous avons, depuis le pacte de 1991 jusqu'au DNI, jusqu'aux assises nationales de la transition, il y a eu les états généraux de la décentralisation, tout le temps des assises pour adopter des textes qui ne seront pas appliqués. Et aujourd'hui, la rigueur du temps veut qu'on n'aille pas à des assises nationales de la refondation. Le tout est déjà dit. C'est quand même peut-être important de réunir les acteurs, en tout cas les forces de la nation, pour savoir est-ce qu'il faut aller vers des élections rapidement ou ne pas aller. Peut-être qu'il serait quand même utile. La question des élections, si on va aux assises nationales pour parler de la question des élections, c'est extrêmement gravissime. Car cette assise nationale, dans ces cas, devrait voir le relèvement dans les fonctions des personnes en place actuellement, des autorités en place. Pourquoi? Bien sûr, pour manque de performance gouvernementale. Une mission vous a été confiée sur 18 mois. Vous n'arrivez pas à assurer cette mission. Il est très clair que nous devons sanctionner la mauvaise gouvernance en l'échangeant. Ils ne sont pas les seuls Maliens. Ils ne sont pas élus, ils ne sont pas légalement. Où est l'outil légal qui les a instaurés là? Il faut remettre le pouvoir au peuple, c'est très important. Merci beaucoup, M. Oudoubreka. Donc, c'est ce qui met fin à ce débat politique. Ce débat politique a réuni aujourd'hui deux personnalités importantes, à savoir M. Oudoubreka, qui est le président de l'Assemblée nationale convergente des jeunes du Mali, ANCJM. Merci, M. Oudoubreka, d'avoir accepté, en tout cas, être sur ce plateau-là. Merci beaucoup, c'est un plaisir et que Dieu bénisse le Mali et qu'il nous bénisse nos fils de cette nation. Mohamed Mega, il est le directeur du cabinet Alibert Conseil. Il est également consultant sur les questions de politique territoriale et sur beaucoup d'autres aspects. Hein. Vous avez plusieurs profils. Merci en tout cas d'être là, Mohamed. C'est partagé, encore une fois. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin à cette émission à l'Afia Hebdo que vous pouvez suivre en tout cas tous les samedis à partir de 21h15 sur Alafia TV, adresse Canal Plus 235. À bientôt.